Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Et bonjour à tous, mes très chers petits bouseux, mes très chers amis ruralistes. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne. Je suis Brother Maxou. Bah ouais, en fait, ça faisait un petit moment que je l'avais pas rappelé, ça. Oui, je suis Brother Maxou, coucou, c'est moi. Je le disais tout le temps dans mes premières émissions, maintenant je ne le dis plus. Je me crois à la maison, là, je me crois chez mémé, je pars du principe que ça y est, tout le monde me connaît. Bah non, il est bon de le rappeler, je suis Brother Maxou, peintre, wargamer, rural, beau gosse, voilà. C'est moi, coucou. Je suis désolé, il est tard, je suis fatigué d'office. On est dans une nouvelle petite émission nocturne post-midnight. Les journées sont bien remplies à tel point que je ne trouve plus le temps de faire des émissions. Je vous avais prévenu, la cadence des émissions va quand même pas mal ralentir jusqu'au Rural Hammer Fest. Naturellement, ce truc-là, je vais mettre le paquet, je vais y dépenser absolument tout mon temps libre pour vous offrir un événement rural, narratif et un peu foireux, à l'image de son créateur. Un événement à la hauteur de Brother Maxou. C'est moi, c'est mon événement, donc on va faire les choses bien. Bon, arrêtons d'être bêtes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite gazette. Une petite gazette qui, à vrai dire, je pensais la sortir plus tard. Je vous avais parlé du printemps du chaos qui s'annonçait. À vrai dire, je pensais ronger mon frein, mais le printemps du chaos, il est vraiment en demi-teinte. Mais bon, tant et si bien que le printemps, il est quand même là. On a du très beau temps, on plante des fleurs, c'est absolument merveilleux. La saison potagère va commencer et j'ai vraiment hâte. Et du coup, je me suis dit, ok, on va un peu précipiter la sortie de cette nouvelle petite gazette parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire, malgré quelques sorties en demi-teinte, comme nous allons le voir ensemble. Bon, déjà, pour parler un petit peu des actus du podcast en lui-même, le Boarding Challenge, c'est fini dans 2 semaines. C'est-à-dire que j'ai donné une petite rallonge de temps aux amis ruralistes sur le Discord. La démocratie a parlé. La date de rendu pour le Boarding Challenge a été décalée au 1er mai. Donc, pour rappel, le Boarding Challenge, c'est un petit concours de peinture, sans prix, à vrai dire. C'est un petit concours de peinture de patrouille d'abordage. Donc, tous ensemble, on va se rincer l'œil avec les patrouilles d'abordage des auditeurs de Rural Hammer qui, pour une bonne part d'entre eux, ont en plus peint les décors. Donc, on se retrouvera le temps venu pour une petite émission en live cette fois. Donc, à cet effet, n'hésitez pas à suivre Rural Hammer sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube, elle existe. À vrai dire, c'est une copie qui est faite automatiquement à partir de mes contenus audio. Mais cette chaîne YouTube, cette année, il va se passer des choses dessus. Ça aussi, c'est un des grands chantiers de ma vie, le passage à la vidéo. Je prends mon temps, je théorise, j'ai des idées. Là, le but du jeu, ça va être de vous offrir quelque chose que vous ne voyez pas ailleurs. Faites-moi confiance là-dessus. Ça théorise, ça écrit beaucoup. Rural Hammer, un de ces jours, passera le cap de la vidéo. Et du coup, pour ce Boarding Challenge, ce que je vous proposerai dans un premier temps, c'est un petit live où je serai là avec vous à discuter et on fera défiler les photos des gens qui nous auront peint de belles patrouilles d'abordage. Donc si vous êtes à la bourre, vous avez encore 2 semaines, et même en fait si vous n'avez pas peint quelque chose pour ce concours, libre à vous quand même de présenter une patrouille d'abordage au format 500 points. Faites-en des photos, envoyez-les moi et on causera à la fois de la liste, de la peinture, du modélisme et pourquoi pas du plaisir en jeu. Donc voilà, même si vous êtes un peu arriviste et tout, allez-y quand même, en vérité, envoyez-moi une patrouille d'abordage
peintes, une petite dizaine de photos maximum, ce sera largement suffisant. N'hésitez pas à vous lâcher sur les photos, hein. Il y a moyen de faire des cadrages assez sympas au cœur d'un vaisseau. Donc envoyez-moi tout ça pour que l'émission Boarding Challenge soit la plus réussie possible. Je compte sur vous. Et donc dans les actualités du podcast, eh bien après le Boarding Challenge, ce sera le Rural Hammerfest. Donc un Rural Hammerfest qui est plein à craquer, à vrai dire. Et là aussi, j'essaierai en fait de vous, enfin pour les absents du moins, les présents, eux, voilà, ils vont se régaler. Enfin c'est sûr, enfin alors, j'espère, ils vont se régaler. Et pour les absents, donc ceux qui sont trop loin ou ceux, tu vois, qui sentaient pas trop le truc, on va essayer de couvrir un peu médiatiquement tout ça, de vous offrir une espèce de petit témoignage de ce qui s'est passé le jour J. Pourquoi pas également faire une petite émission en direct. On verra bien. Tout est ouvert à ce niveau-là. Donc les actus du podcast, elles sont pas mal fournies en ce moment. Vivement que tout soit passé, mais bon, ça va quand même enchaîner parce que il se passe également quelque chose en mai. Il se passe quelque chose. Est-ce que j'en parle maintenant ? Allez, je tease un petit peu. Rural Hammer va également devenir un atelier de formation peinture, un petit atelier de formation peinture. Donc pas mal d'entre vous le savent, j'ai quand même une pièce dédiée assez vaste qui peut accueillir jusqu'à 3 élèves. Eh bien ces élèves, je vais en recevoir durant tout le mois de mai. Il y a 3 sessions de prévues, durant laquelle, bon là c'est des sessions bêta-test, on va dire, pour les auditeurs de Rural Hammer qui en ont exprimé l'envie sur le Discord, mais voilà, on va bêta-tester les cursus que j'ai écrits. Donc là, ce sera le cursus unique, en fait, qui sera sans doute ma formule phare, c'est-à-dire que on va ensemble s'initier et travailler à l'aérographe en 2 jours. Le but du jeu, c'est que quand vous sortez de là, eh bien, vous êtes parfaitement autonome, vous avez la maîtrise de l'outil, vous avez les petits gestes qui sauvent, vous savez faire de la sous-couche, du zénithal, vous savez utiliser le dégradé, la peinture en transparence avec les encres, avec les contrastes. On va même pouvoir avoir le temps d'aborder quelques petits trucs particuliers comme les tissus, les OSL et les métalliques. Bref, c'est la promesse de ce premier cursus Rural Hammer Studio. Ce premier cursus, devenez entièrement autonome à l'aérographe en 2 jours. Donc celui-là, il est en bêta-test tout le mois de mai. L'ouverture de l'atelier de formation devrait se faire dans la foulée, mais à vrai dire, ça ne dépend pas que de moi, parce qu'il y a des choses d'ordre logistique et matériel qui ne sont pas encore entièrement réglés. Il y a également un site web en cours de construction. Bref, il y a pas mal de trucs qui gravitent autour, mais tout ça va finir par venir. Donc voilà, pour l'instant je tease un peu. Quelques chanceux vont pouvoir être avec moi sur des cursus de 2 jours. Je crois qu'on va bien rigoler parce que le but c'est également ça, c'est de bien se marrer. Ça je suis pas inquiet à ce niveau, mais également d'apprendre. Donc voilà, en mai il se passe ça et l'ouverture devrait se faire pour l'été. Je pense qu'en juin ça me paraît être une bonne ligne. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, même si l'ouverture n'est pas encore officielle, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur les petits cursus de formation que j'aurai à vous proposer. Donc pour me contacter, c'est Discord, c'est Brother Maxou sur Instagram, voilà, ou c'est un petit commentaire YouTube. Voilà, bref. Il y a tout ça en même temps qui va se passer cette année. Mais venons-en maintenant à la gazette côté Games Workshop. Là, c'était la gazette de Rural Hammer. Passons maintenant à l'univers de Games Workshop dans son intégralité via une petite review d'actualités en tout genre. Je suis obligé d'en parler. Vous avez dû, j'espère, vous avez dû voir passer ça, la nouvelle vidéo incroyable de rapport de bataille de Planète Wargame et sa campagne narrative Andova. Bon, si vous n'avez pas vu ça, honnêtement, foncez. C'est tout simplement le wargame de rêve, quoi. C'est vraiment le truc dont on rêve tous. Une table, mais exceptionnelle, autant en longueur qu'en hauteur, qu'en richesse. Oh là là, cette table, elle est incroyable. Franchement, un gros bravo à Vincent et à l'Espagnol pour la réalisation de ce truc. C'est absolument pharaonique, c'est de toute beauté. Et côté jeu, alors là, c'est... mais quel
kiffe. Donc on est sur du TOW versus Astra Militarum et du coup on a un véritable système de jeu d'infiltration avec les règles de Warhammer 40 000. Mais donc les taux arrivent un peu en mode camouflage, façon Predator. Ils sont invisibles, mais ils sont quand même représentés par des figurines, transparentes. Donc ça, rien que ça, quelle tuerie, c'est génial. Et du coup, il y a tout un jeu de détection qui va se mettre en œuvre parmi les défenses impériales. Et c'est génial, quoi. Là, c'est Timmy qui joue. Et le pire, c'est qu'il a extrêmement bien joué. Il a bien joué ce côté infiltration, sabotage, un petit meurtre à l'abri de tous, là. C'est du nectar, les mecs. C'est vraiment du nectar, cette vidéo. Franchement, ils nous y ont habitués déjà. Moi, j'ai pris moult claques via les rapports de bataille Planet Wargame. Ils sont rares, certes, mais évidemment, derrière ça, mais le boulot qu'il y a, oh là 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 là. Là, on parle vraiment d'une quantité de travail, mais monstrueuse pour enfanter ce genre de vidéo. Bref, un gros bravo à eux. Là, c'est vraiment l'incarnation du Wargame dont on rêve tous. Eux, ils le font, ils le filment et putain, ça régale. Donc, si vous n'avez pas vu ça et si vous ne connaissez pas Planet Wargame, franchement, j'ai des doutes. Allez voir de toute urgence ce qui s'y passe en termes de rapport de bataille. C'est tout simplement le archi top du top. C'est bien plus intéressant que d'aller voir des rapports de bataille méta avec des Emperor Children qui ont été peints en 3 jours. Bref, arrêtons là et passons à une autre actualité assez croustillante et du coup que j'ai pu moi-même tester. C'est le livre de campagne Narmouth, donc le Narmouth Gauntlet, un petit bouquin qui est sorti maintenant il y a un peu plus d'1 mois. Donc je l'ai eu sous la main, j'ai lu le lore et surtout en fait j'ai pu faire une partie avec les règles qu'il propose, notamment un système de déploiement par vagues successives. Donc c'est quelque chose qui a déjà existé dans le jeu, même V3, V4, il me semble que ça avait déjà été mis sur papier tout ça. Bref, un système de déploiement par vague, soit en fait pour un format 2000 points, vous allez préparer 2500 points d'armée et piocher un peu dans votre liste les éléments que vous voulez voir sur la table à tel ou tel moment. Très frais. Franchement, très fun. Naturellement, ça donne naissance à des problèmes, parce que d'un côté, le mec, moi, à un moment, je jouais Blood Angel contre des orques. À un moment, je suis en mode full attaque rapide et tout, et lui, il me sort dès le début tous ces plus gros blindés. Je fais oh là putain. Donc franchement, c'est frais, c'est rigolo comme tout. Et en fait, il y a tout un système d'adaptation qui va se mettre en place via ces déploiements successifs. Et du coup, tant qu'à creuser le bouquin, autant le faire jusqu'au bout. Et on a également en fait utilisé des nouvelles petites règles qui concernent des détails, mais, par exemple sur les frappes en profondeur. Les frappes en profondeur vont pouvoir être potentiellement dangereuses. Donc elles vont pouvoir être dédiées, voire carrément en fait vous provoquer des dégâts. À un moment, je fais débarquer un garde sanguinaire, le mec s'est clairement mangé le mur et est mort sur le coup. Donc là, à l'instant T, t'as les boules, mais quelque part, ça remet un peu d'enjeu dans tout ça. Donc côté Narmouth, honnêtement, niveau règles, il y a pas mal de choses à essayer pour un peu varier les plaisirs et surtout aller bien au-delà du format match play. Donc n'hésitez pas. Tout ça, je pense, sera dispo sous peu sur Wahapédia. Tout finit par débarquer chez eux. Et en vrai, concernant le reste du bouquin, du côté du lore, c'est un peu en mode circulé, il n'y a rien à voir. La chose se lit quand même avec un certain plaisir. On a même des illustrations très sympas. Mais du coup, cette zone de guerre Narmouth, on a quand même un gros sentiment de déjà-vu. Je pense que j'en ai déjà parlé dans les émissions précédentes, mais voilà, Vigilus, etc. T'as l'impression qu'on est un peu dans la Reddit. La chose, en fait, sert principalement à mieux un peu étoffer le caractère de certains personnages. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment Harkin qui est à l'honneur. Donc Harkin, un des plus gros lieutenants d'Abaddon le Fléau. Harkin, quand on l'a connu, le mec, en gros, il se projette sur toi en hurlant, il te perfore avec sa lance, et c'était à peu près tout. Ici, on va quand même on va plus explorer la psyché de Harkin dans son côté
côté un peu maître de guerre. C'est un peu un maître de guerre bis. L'accent est vraiment mis là-dessus. C'est un énorme fils de pute de stratège. Le mec, il se balade. Il est très brillant. Il est très rigoureux en vérité. Il cède pas vraiment à la folie meurtrière comme un peu tous ses congénères. Arkin est vraiment dans le calcul froid. Et à vrai dire, au sein même des rangs du chaos, les mecs le craignent vraiment. Là, il y a un côté intéressant en fait dans ce bouquin. C'est un peu dans le caractère des forces alliées chaotiques. On voit un peu les SMC parcourir la planète en tant qu'une grande faction unie. En vérité, ce n'est pas le cas du tout. C'est un véritable panier de crabes. Les luttes intestines de pouvoir sont incessantes. Et dans ce bouquin-là, on a quand même pas mal de lieutenants assez charismatiques qui sont en fait dans ce genre de lutte. Là, on parle vraiment de coups dans le dos, de trahison, etc. Et Arkin, lui, d'une poigne de fer, il arrive quand même à regrouper tous ces délinquants, quoi. C'est vraiment des délinquants, les mecs. Ils sont ingérables, quoi. Ils sont vraiment ingérables. Bref, en tout cas, si ça fait pas avancer le lore d'un iota, la lecture demeure tout à fait agréable. Ça, idem, c'est le genre de contenu qui pourrait bien finir un de ces jours sur le Warhammer Vault, dont on avait parlé dans l'émission consacrée à Warhammer+. Bref, Narmund, petit bouquin assez anecdotique, mais néanmoins dans les règles. Si vous vous ennuyez un peu ces derniers temps à 40 000, chose que je pourrais assez comprendre, moi en tout cas le système de match play, je le fais plus jamais, quasiment en vérité. Je prends de moins en moins de plaisir à faire du match play. Et là, vous avez quand même pas mal de nouveaux éléments qui vous sont proposés pour un peu varier le jeu. Et comme si ça ne suffisait pas, en fait, dans le White Dwarf qui a suivi ce livre-là, on vous a proposé pas mal de règles alternatives pour Warhammer 40 000, notamment tous ceux qui tournent autour des stratagèmes. Donc ils ont appelé ça, c'est un nouvel ensemble de règles qui s'appelle Aspect de la guerre et qui met en œuvre des PCU. Ce sont des points de commandement d'urgence. Et dans ces points de commandement d'urgence, c'est très sympa parce que si vous adoptez ça, vous renoncez à certains des stratagèmes un peu génériques comme la grenade et comme le tir en état d'alerte. Donc là, ce n'est pas rien, quoi. On se passe quand même de trucs mais archi utilisés. Je crois que le tank choc vole également. En gros, tout ce qui va un peu distribuer des mortels, ça a tendance à se faire la malle, et le tir en état d'alerte également. Et dans ce nouvel ensemble en fait de stratagèmes d'urgence, qui reste en fait combinable avec les points de commandement normaux. Par exemple, vous avez des stratagèmes qui vont vous coûter un PC normal et un PCU de plus. Donc ces PC, ces points de commandement d'urgence, ils vous seront distribués en fonction de ce qui se passe dans la game. Si vous êtes un peu à la traîne, hop, vous allez récupérer un PC d'urgence. Y a des trucs comme ça qui permettent en fait de rééquilibrer les forces et de redistribuer les cartes. Donc ça introduit encore pas mal d'aléatoires dans le jeu et à mon sens ça le rend beaucoup plus rigolo. Et dans ces points de commandement d'urgence, enfin dans ces stratagèmes d'urgence, vous allez trouver des mécaniques mais archi balèzes qui vont vraiment vous permettre de renverser la vapeur d'un match. Donc là on est sur augmentation du fun assez instantané parce que vous allez pouvoir trouver des dingueries, par exemple quelque chose qui va vous ajouter 2d6 à votre mouvement. Ça peut très bien se faire par exemple sur des unités titanesques. Donc il y a des trucs vraiment dingues comme ça. Il y a des trucs qui vont vous permettre de défoncer les murs, c'est-à-dire de passer à travers une ruine. Bref, j'ai hâte d'essayer en vérité. Honnêtement, je me suis déjà bien marré avec la partie qu'on a faite avec les règles de Narmund. La prochaine partie, à mon avis, ça sera encore contre les orques. La prochaine partie, je compte bien essayer ce petit système de règles White Dwarf qui, à mon avis, doit rajouter beaucoup de gogol en fait sur table. Là, on va faire appel à des jets de dés et en cas de jet heureux, vous pouvez très bien voir un gargant orc traverser la table et vous charger. Donc ça sent plutôt bon. En tout cas, sur le papier, moi, j'ai automatiquement détecté le potentiel rigolo. Donc, le rigolo, on aime, donc pourquoi pas. On a, en plus de tout ça, eu le droit
à la dernière data slate en mars de Warhammer 40 000. Donc ça a eu lieu mi-mars, je crois. Bon, je vais faire un peu l'impasse là-dessus. Globalement, honnêtement, il n'y a rien de très très intéressant. Ça a été un peu des ajustements en points qui ont un peu décapité les listes Space Marine qui étaient vraiment débiles, avec 3 Vindicators, 3 Dreadnought Ballistus, Gilliman et Marneus Calgar et Uriel Ventris. Enfin, tu vois, en gros, t'as le QG intégral du chapitre uniquement accompagné de blindés. Bon, comme d'hab, on est un peu dans le détournement de règles, etc. Bon, ils ont redressé, ils ont également resserré la vis autour des détachements Space Marine. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on peut plus avoir accès au néo-serment de l'instant dès lors qu'on joue, par exemple, une autre faction, quoi. Donc, je sais plus si ça date de cette data slate-là ou de la précédente. Bref, fini de rire sur certaines listes vraiment débiles. Cette data slate, honnêtement, il n'y a rien de très intéressant qui s'en dégage. Donc, je fais un peu l'impasse pour cette fois. Par contre, on a eu droit à 3 nouveaux détachements. Donc, Orc, Custo et Tau. Bah là, à mon sens, ils ont vraiment craqué. Donc, à vrai dire à moitié, parce que du côté du lore, chacun de ces détachements est véritablement très très bon. Tout s'incarne véritablement sur table. Ça fait vraiment sens avec la faction de laquelle on parle. Donc ça tient vraiment la route. Mais à mon sens, ces détachements-là, ils ont vraiment été sortis à la va-vite, tout simplement pour redresser les chiffres de tournoi, c'est-à-dire les win rates, les fameux win rates. Chacune de ces factions était un peu à la traîne. Voilà, Game Workshop nous a sorti 3 détachements hyper forts, de manière à rééquilibrer un peu le truc, mais bon... Je vais pas redire ce que j'ai déjà redit 1000 fois, c'est que à courir après l'équilibre, on crée forcément de nouveaux déséquilibres. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec ces 3 détachements. Le taux, j'en dirais pas du mal, honnêtement, il est plutôt bon. Il est quand même assez violent, quoi. En tout cas, il ajoute encore beaucoup de variété au gameplay taux, qui avait déjà eu un détachement assez sympa sorti à Noël qui mettait en scène ses alliés, les Vespides, les Croûtes, etc., qui mettaient plus à l'honneur ces petites factions auxiliaires qui font la guerre aux côtés des taux. Donc celui-là est encore une fois très sympa. Je ne l'ai lu qu'en diagonale, je ne vais pas m'attarder dessus. Concernant les Custodes, on a un détachement qui a vocation à rassembler des troupes d'élite, donc c'est-à-dire des Terminators, donc des Alarus ou des Aquilons. Ce détachement est très 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 balèze. Moi, à la première lecture, je me suis dit waouh putain, ce truc en fait, il va tout gagner pendant 3 mois quoi. Bah à vrai dire, ce n'est pas vraiment le cas. J'ai connu des gens qui l'ont affronté, donc. La caractéristique principale de ce détachement, c'est qu'on a le retour du Unleash de Lions, donc un stratagème assez historique. Côté custo, en gros, ça vous permet de splitter complètement une unité. C'est-à-dire qu'une unité de Terminator Alarus, bam, qui débarque de frappe en profondeur, bah, bouf, vous pouvez la splitter en 3 unités de une personne, voire carrément en 6 unités de 1 Alarus. Imaginez le bordel sur la table. Autour de votre adversaire, vous faites un rapid ingress. Le tour d'après, chacun de vos Terminators va faire sa vie de son côté. Et à partir de là, mais putain, c'est occupation de map totale. Vous cliquez tout ce qui bouge. Le mec, s'il fait un état d'alerte dangereux, bah ok, tu t'en prendras qu'à un seul de mes Terminators. Enfin, waouh, il y a quelque chose de très très violent. Et en plus, ça synergise parfaitement avec la règle de détachement qui vous donne carrément un +1 bless au corps à corps, monstrueux, dès lors que vous êtes en fait isolé. Si vous n'êtes pas à moins de 6 pouces d'unité alliée custo, eh bien vous avez accès à un -1 bless. Donc très très fort, ça veut dire qu'en fait on va jouer très peu de troupes, mais alors qui sont vraiment redoutables, des Alarus avec un +1 bless, qui reroll les bless contre les personnages et tout. Waouh, les Wardens, les guerriers custo, enfin en gros n'importe quel datasheet du codex custo va profiter de ça à fond. Donc celui-là, idem, je pense que je vais le sortir très prochainement parce que j'ai juste envie d'essayer. Moi, j'ai que 2 escouades de 3 Terminators, mais néanmoins, la satisfaction va être immense en fait de les splitter en 3 et chacun va faire sa petite vie dans son coin. Ça risque d'être assez savoureux. Mais parmi ces nouveaux détachements, celui qui a posé le plus de problèmes, c'est le détachement Orc. Et là, en vérité,
à mon sens, c'est le premier gros détachement complètement débile de la V10. Il n'y a pas d'autre mot, il est débile. Ça a été écrit avec le cul, ça n'a absolument pas été playtesté. En gros, tous les orques de votre armée avaient le Sustain Hit 2. Donc les orques, ça touche très mal. Bah là, ça se met à toucher, mais laisse tomber quoi. Tant et si bien qu'en fait, ça a complètement piraté la saison compétitive en cours. Non pas que ça m'ait empêché de dormir la nuit, hein, mais tous les joueurs de tournoi ont affronté des listes orques débiles. Un pack de 20 Gretchen, ça pouvait en fait vous réduire en pur et n'importe quoi. Donc là, franchement, à la première lecture, même moi en tant que joueur casu, j'ai fait ok, ça gagne tout. C'est exactement ce qui a eu lieu, hein. Tous les podiums étaient orques et même en fait Game Workshop a complètement saboté son propre événement, duquel on parlera tout à l'heure, l'Adepticon, qui avait un tournoi, hein, qui avait un tournoi compétitif. Ce tournoi compétitif, il n'y a eu que des orques. Quel dommage quoi, quel dommage, parce que là, bon, honnêtement, jusqu'à maintenant, je touchais du bois, il n'y avait pas eu de vrai détachement débile, même ceux qui avaient pu paraître très forts à un moment, comme le récent Custodes, hein, ou à l'époque le détachement véhicule Necron, ou le Slanesh. À vrai dire, tout ça, même quand c'était très fort, il y avait toujours en fait des bons contres en fait à avoir. Ici, il n'y avait pas de contre, hein, parce que vous jouez une armée innombrable qui délivre une douche de tir, mais que personne ne saurait supporter. Bref, tout ça a gagné tous les tournois du monde et Game Workshop vient de le nerfer. Bref, tout ça pour ça. Là, si je me mets à la place en fait d'un joueur orc qui a roulé sur tout le monde en tournoi avec une liste débile, avec un détachement débile, ouais, en fait, vous auriez pu vous abstenir de jouer ça, hein. Après, il y a même quelques tournois qui ont interdit carrément ce détachement-là, hein, c'est pour dire, hein, parce que les gars, en fait, ils ont vu que c'était débile. Ils ont vu qu'en fait, ce détachement-là, il privait d'enjeu toutes les autres factions du game, quoi. Donc, tu te dis, autant l'interdire. Et moi, à mon sens, ils ont raison. Quand Game Workshop fait de la merde, il faut leur dire, quoi. Il faut leur dire, ce détachement, c'est de la merde. On l'utilisera pas durant notre événement officiel. Voilà. Game Workshop, lui, l'a utilisé. C'est lui qui l'a écrit. Résultat, il a complètement piraté son propre événement. C'est triste. Vraiment, je trouve ça assez lamentable parce qu'en fait, n'importe quel joueur de 40 000 l'a vu tout de suite que c'était stupide. Donc quand t'es un éditeur de jeu, putain, mais tu t'abstiens de faire un truc pareil. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc moi, évidemment, je ne l'ai jamais affronté, ce détachement, ça ne peut pas arriver, hein. Mes amitiés à tous ceux qui se sont fait rouler dessus par des Gretchen. Néanmoins, maintenant, c'est fin du jeu. Et le truc terrible, c'est après de voir des joueurs orques pleurer parce que ce détachement débile ne l'est plus. Bon, là, il y a des baffes qui se perdent, hein. Alors certes, hein, évidemment que ça perd en puissance, mais c'était débile, ça ne l'est plus. Essayez de le jouer maintenant qu'il n'est plus débile, avant de dire qu'il est devenu inutilisable. J'ai vu ça partout. C'est inutilisable, c'est injouable. Mais putain, vous vous foutez de ma gueule, quoi. À aucun moment ce n'est injouable. Sauf si vous voulez aller à Atlanta, évidemment. Bref, de toute manière, ce n'est pas à ces joueurs-là que je m'adresse. Néanmoins, ils ont toute ma sympathie. Mais quand un détachement est tellement débile, rendez-vous service et ne le jouez pas, tout simplement. Vous éviterez des adversaires qui ont le seum, hein, tout simplement. C'est tout à fait désagréable de perdre contre quelque chose qui a été débilement écrit. C'est un sentiment vraiment nul. Quand on est un compétiteur, ce qu'on recherche, c'est le défi, tu vois. Là, il n'y a pas de défi. C'est trop débile. Il n'y avait pas d'enjeu ce jour-là, donc dommage pour vous. Et je féliciterai pas les gagnants de tournoi qui ont utilisé ce détachement orc. Côté nouveauté en règle, c'est également la foire aux démons, parce qu'on a eu un tout nouvel index démon. Ce qui fait des démons, quelque part, la faction la plus privilégiée de 40K, moi j'ai envie de dire. Alors certes, a priori, ils n'auront pas de codex, mais par contre, ils ont un index avec 4 détachements, donc monothéistes, le détachement générique qui vous permet de regrouper tout le monde, et là, on a même un nouveau détachement qui, il me semble, fait appel à Be'lakor, quoi. Donc les gars, ils ont 6 détachements gratuits, pas de codex à acheter. Dans l'appli, tout est débloqué d'office. Attends, c'est pas beau ça?
Franchement, voilà, moi je les envie, hein, les joueurs démons, ils ont tout gratos, les détachements sont très bien. Donc naturellement, Slanesh s'est quand même fait taper sur les doigts, mais pour les autres, honnêtement, je trouve qu'on est toujours dans un excellent esprit de jeu. Le détachement de Khorne, il est over violent, le détachement de Nurgle, moi il me fait très envie parce qu'il encourage clairement à jouer Horde. Côté de Tzeentch, alors là on a parmi les règles les plus originales du jeu. Côté Slanesh, donc après ce gros nerf, malheureusement ça a perdu un petit peu en saveur. Ouais, ça a peut-être été trop nerfé, mais pas forcément nerfé en puissance, mais nerfé en termes de plaisir de jeu. À mon sens, on perd un peu ce qui faisait l'originalité de Slanesh, c'est-à-dire cette espèce de forme de pari une fois qu'on est en corps à corps, c'est-à-dire que ok, tu vas me taper dessus, enfin je choisis que tu me tapes dessus en premier, par contre ma riposte elle va être terrible. Ce genre de petit pari là, en fait ça faisait vraiment tout le sel du détachement. Là on le trouve un peu moins. Néanmoins, à mon sens, ça reste tout à fait jouable. Bon, du coup, les joueurs démons, eh bien, enjoy, hein, parce que tout est gratos, tout est, à mon sens, plutôt bien écrit. Voilà. Très bon, profitez bien les gars, et j'ai hâte en fait d'en réaffronter du démon. Ça fait un petit moment que j'en ai pas affronté. La dernière fois, c'était avec l'ami Hansmax, hein, quand on a fait le Faction Focus démon du chaos. Donc joueur démon, venez toquer à la porte, il n'y a pas de problème. J'ai très envie d'affronter du Tzeentch ou du Nurgle notamment. Ok, c'est tout en fait pour la petite actualité des règles. Venons-en maintenant au gros morceau, bien que fut l'Adepticon. Donc l'Adepticon, c'est une des grandes messes annuelles en termes d'événements, hein, chez l'éditeur. C'est un gros salon qui regroupe à la fois un concours de peinture, un tournoi, etc. Et naturellement les fameuses reveals en ligne. Donc j'avais regardé ça la nuit, hein, il devait être 4h du mat. À chaque fois, putain, j'ai du mal à résister à l'appel de ça. Hein, c'est putain, t'as envie de voir tout de suite parce qu'en fait, dès le lendemain, là, quand tu te lèves à une heure normale et tout, voilà, tu te fais spoiler, mais immédiatement, tu vois, t'ouvres le Discord, les mecs ont déjà tout partagé, toutes les photos et tout. Moi, j'aime pas ça me tue le plaisir. Donc à chaque fois, je préfère le regarder tout seul dans mon coin. Tu vois, j'ai pas mon téléphone, j'en parle pas. Tu vois, je fais le truc dans mon coin, c'est un petit plaisir solitaire. Je regarde pas, par exemple, de vidéos de gens qui découvrent le truc en même temps que moi. Putain, mais où est l'intérêt ? Ça me dépasse un peu. Bon, à mon avis, c'est sans doute que je suis trop vieux pour ça. Mais du coup, voilà, l'Adepticon Nocturne, on a vu les nouveautés. Et commençons par parler un petit peu du Golden Demon, hein, cru 2025. Qui, une fois de plus, propulse en fait le niveau dans des sphères, mais waouh! Fut un temps où je regardais le Golden Demon et je pouvais me dire que ça c'est peut-être atteignable, hein, là. Mais là, putain, on a que des monstres, quoi. La Slayer Sword de cette année, c'est une déferlante de techniques pure, avec un schéma de couleur, mais du feu de Dieu. Mais la technique de ce mec, mais putain, c'est complètement zinzin, quoi. Le niveau de détail, enfin, la finesse dans les glacis, la palette de couleurs, le nuancier, il est dingue, quoi. C'est un véritable festival de camailleux de couleurs, là, c'est une dinguerie. Néanmoins, si on devait retenir une figurine, moi, c'est le Big Mech Orc, hein, qui est donc médaille d'or dans la catégorie figurine seule à 40K. Ce Big Mech Orc, mais bordel de merde, la peau, les machines, les tissus, mais c'est plus qu'une masterclass, hein, c'est absolument époustouflant. Et franchement, je vais pas détailler tout, mais il y a que de la dinguerie, quoi. Bizarrement, en fait, j'ai trouvé ce cru nettement supérieur à l'an dernier. L'an dernier, moi, qui m'avait fait un peu un sentiment de ni chaud ni froid. Là, honnêtement, il y a que de la tuerie. Et également dans Old World, hein, on voit des trucs, mais putain, là, on n'est pas dans la vieille figurine qu'on a retrouvée dans le grenier, hein. Franchement, on est sur de la figurine custom, à moitié sculptée et tout. Enfin, on est dans quelque chose de sidérant. D'inatteignable, hein, pour ma part, franchement, j'ai même pas envie en fait d'atteindre ce niveau-là, ce niveau de rêve là. Ça fait rêver, hein, le Golden Demon. On est vraiment dans de la figurine qui fait rêver, et ça fait toujours un gros plaisir de voir en fait le résultat en images de ces centaines, voire milliers d'heures de peinture, hein. Faut garder à l'esprit que les gars qui font ça, parfois une figurine, ça peut durer 2 ans, hein. Ils bossent dessus pendant 2 ans, hein. C'est quand on lit les interviews, hein, des gars qui
qui font le Golden Demon. D'ailleurs, il y a une interview de la Sayer Sword qui est sortie, je l'ai lu, je vous encourage à la lire. Le mec est plutôt intéressant, ça m'a l'air d'être un bel original, ce mec-là. Là. Quand tu le vois brandir son épée avec son espèce de redingote en cuir, là, chez lui, je sens des atomes crochus en matière de ruralité un petit peu marginale. Je crois que le mec, c'est un personnage, le gars. Ça m'a l'air d'être un sacré personnage, quoi. Bref, rincez-vous l'œil avec le Golden Demon en ligne, c'est toujours un gros plaisir. Il y a d'une part le palmarès, et ensuite sur Warhammer Community, vous avez également accès à ceux qui n'ont rien eu, et donc qui sont quand même finalistes ou recommandés, je ne sais plus quel est le terme. Là, en fait, même hors podium, vous voyez des trucs. Il y a un gars qui a recréé en diorama la couverture du Codex Eldar V2. Autrement dit, la Madeleine de Proust ultime. Quelle tuerie, putain, mais c'est d'une beauté infernale le truc. Et on se dit, ok, ça a pas de médaille, quoi. Tu fais wow. Franchement, même pas, j'essaye, c'est mort, ça sert à rien. Mais venons-en à ce qui intéresse tout le monde, et ce qui intéresse tout le monde, c'est les nouvelles figurines, naturellement. Et on va commencer par ce qui est, à mon sens, le plus gros coup de cette Adepticon 2025. Et bien, c'est la révélation d'une toute nouvelle faction pour The Old World KT. Alors là, je suis disqualifié d'entrée pour parler lore, univers, etc. Moi, je n'y connais rien. Enfin, j'en suis resté à Warhammer Battle il y a très longtemps. Donc, côté Old World, je suis disqualifié. Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo Total War, par exemple. Moi, j'ai joué à des jeux de stratégie. Putain, quand j'ai été à la fac, je jouais à Cossacks. Oh putain, c'était génial, ça, les guerres napoléoniennes et tout. Ah, quelle grande classe ce jeu. Cossacks, c'était parfait. Il y avait Ground Control également que j'avais adoré. Bon, bref, Age of Empire 2, parce que convertir des catapultes au catholicisme, c'est toujours satisfaisant. Bref, je vous raconte pas ma vie. Bref, moi tout ça, j'y connais rien. Total War, Warhammer, KT, je connais, vaguement, comme Kislev par exemple. Mais globalement, là, moi, je vais me concentrer sur les figurines parce que tout le reste, je n'y connais rien. Alors, KT, la vidéo de présentation, moi, elle m'avait décroché la mâchoire. Ne serait-ce que l'introduction de l'or, là, avec une narration féminine, mais qui était d'une qualité exceptionnelle. Moi, je suis sensible à ça. Putain, la narration, là, je vous encourage à revoir cette vidéo en vous concentrant sur le début. Honnêtement, c'était superbe. La petite présentation de la map, là, façon un peu Game of Thrones, avec une superbe narration féminine. Putain, c'était waouh, très très classieux, très très épique. Et ensuite, bam, place aux figurines. Et là, c'est la tartine. C'est la tartine. On est sur une armée magnifique et une armée généreuse. C'est que les gars, là on n'est pas sur du Emperor Children, il n'y a pas 2-3 boîtes qui se battent en duel. Non, là on est sur une gamme archi complète qui vous offre du coup une army box, un set de départ mais très très généreux, et il y a tout quoi. Il y a de l'infanterie, de la cavalerie, des machines de guerre, et dans son ensemble l'armée elle en fout plein la vue. C'est hyper beau, mais à vrai dire presque immédiatement après cette première baffe quelque part, en fait je me suis dit attends, ça en fait c'est The Old World, et j'ai pas pu m'empêcher de m'imaginer la chose face à ce qui est dans mon esprit une armée Old World, c'est-à-dire une armée avec des vieux machins, avec des figurines vieilles de 20 à 30 ans, qui ont généralement pris un coup de vieux en termes de peinture et tout, qui sont petites. Et là, je me suis dit, ok, putain, il va y avoir ça, cette nouvelle armée ultra stylisée, en face, d'une vieille armée de l'Empire avec des arquebuses et des pompons sur la tête. Idem des Bretoniens, tu vois, idem des vieux elfes sylvains, et là en fait d'office je me suis dit waouh, il y a clairement je trouve un déséquilibre là-dedans. Et moi mon sentiment c'est qu'en fait KT aurait pu sortir à Age of Sigmar, que personne n'aurait trouvé rien à y redire. On n'est pas non plus dans ce qu'est vraiment la direction artistique Sigmar, c'est-à-dire la fantasy 2.0, qui va en faire des caisses côté vent de magie, côté pose, côté gigantisme des figurines, côté également on trouve une direction artistique bien plus aérienne dans Age of Sigmar.
Là, on est quand même sur nos rangs d'infanterie, c'est toujours des bons régiments bien figés, etc. Mais putain, côté perso, côté machine, le dragon. Là, en vrai, ça pourrait sortir tout droit d'Age of Sigmar, tout ça. Et c'est vrai que moi, en tant qu'amateur de figurines, j'y retrouve ce qui fait le génie, à mon sens, de la direction artistique Made in Sigmar. J'y retrouve vraiment, il y a quelques chromosomes crochus, hein, quand on voit l'espèce de QG féminin sur son petit dragon, là, c'est de toute beauté. Et puis, il y a quand même de la grosse prise de risque dans tout ça, genre ces énormes statues, là. Je sais pas si elles sont faites en cire ou en autre matière, mais c'est terrible, ça. C'est la montgolfière, putain. La montgolfière, mais gigantesque, là. Mais tu fais waouh. Enfin, bref, l'armée dans son ensemble, elle en met plein la vue. Mais moi, je retiens vraiment ça. Qu'est-ce que ça donne face à une armée traditionnelle de Old World? À mon sens, ça va peut-être faire bizarre. À vrai dire, ce constat, il dépend d'un pari sur l'avenir. Le pari sur l'avenir, c'est quoi? C'est en fait là ce qu'on vient de voir pour KT. Est-ce que à terme, Old World va devenir ça? Est-ce que Old World va devenir des factions entièrement renouvelées et bien magnifiques, quitte à emprunter un peu l'originalité et le panache de la direction artistique venant de AOS. Tu te dis putain, est-ce que Old World va devenir ça? Moi honnêtement, je voyais quand même le truc figé un peu à jamais. On en a déjà parlé, hein, j'ai fait une émission qui s'appelait Le Vieux Monde des Vieux Cons. Et moi, ma théorie, c'était que Old World allait rester une espèce de trip nostalgique où, en fait, le but, ce sera justement d'aligner des vieilles armées. Et des vieilles armées, en fait, qui, malgré quelques nouveautés, comme on a pu le voir chez les Bretoniens ou chez les Rois des Tombes, en fait, ces nouveautés ne trahissaient en rien cet aspect old school. Ici, on change un peu de paradigme, hein, avec KT. Donc j'ai envie de dire, on change déjà un peu de paradigme avec cette nouvelle faction qui là, c'est un coup de pied dans la fourmilière en termes de style. Certes, le format ne change pas, on a toujours des régiments, c'est bien carré et tout, il n'y a rien qui déborde trop. Mais par contre, l'originalité, elle est quand même sans commune mesure avec ce qu'on trouve ailleurs. Donc en vérité, je demande à voir comment va évoluer finalement Old World, et si ça évolue comme ça, c'est-à-dire que si un jour ils nous sortent par exemple Kislev avec ce même génie quelque part, tu fais wow. Si un jour ils nous font une vraie refonte par exemple de l'Empire ou des Bretoniens avec une gamme pareille, là il y a de quoi. Là en fait c'est tout simplement ressusciter Battle, quoi. Ce sera plus juste Old World, ce sera plus un petit trip nostalgique. Non, là on partirait vraiment sur un énorme jeu qui en foutrait plein la vue comme Sigmar le fait, quoi. Tu te dis, mais sauf que là, ce sera beaucoup, beaucoup plus joué, hein. Pour rappel, Old World, c'est quand même un succès. C'est un succès. À vrai dire, les avis sont unanimes sur le moteur de règles. Je n'ai entendu personne me dire que c'était mauvais. Certes, c'est compliqué. Justement, je pense que ça plaît exactement pour cette raison, hein, contrairement aux moteurs de jeu AOS ou 40K qui ont été très, voire trop simplifiés. Là, on est plus dans le côté comme on en a parlé récemment avec Horus Heresy, c'est-à-dire des règles très touffues, mais qui vont plus nous raconter des choses, quoi, qui vont nous raconter des histoires. Donc honnêtement, faut prendre le pari. En tout cas, si Old World prend ce chemin-là, moi, à mon sens, on a tout à y gagner. Moi, jusqu'à maintenant, en fait, je n'y allais pas justement pour cette raison de trip nostalgique, parce que moi, cette nostalgie, je ne la ressens pas, ou je ne la ressens plus, pour être exact. Et surtout, j'ai pas envie en fait d'investir des centaines d'euros et des centaines d'heures de peinture dans des figurines qui ont 20 ans. Ça m'est strictement impossible. Par contre, là, KT, tu vois ça, tu te fais ouais. Putain, ouais, take my money, hein. Ok, ça va me prendre un an. Parce que là, en fait, venons-en à un autre point, c'est que les petits régiments de Old World, c'est-à-dire les anciens Hauts-Elfes, les anciens Bretoniens et tout, en termes de peinture, on est sur quelque chose, ça va encore. Certes, c'est nombreux, mais côté technique de peinture pure et dure, on n'est pas sur du défi. Là, avec KT, les gars, c'est un défi monstrueux de peindre ça avec un bon niveau, hein. Les détails sont dingues. L'infanterie de base, c'est un cauchemar, hein, à peindre. Enfin, c'est un cauchemar. Moi, j'y prendrais beaucoup de plaisir personnellement, mais
c'est du gros boulot. Et j'attire votre attention sur certains trucs. Hein. Regardez la montgolfière, regardez l'équipage de cette montgolfière. C'est de la dentelle, hein. C'est de la putain de dentelle. Le niveau de détail, il est ahurissant. Et sans parler également des grosses pièces, hein, comme la cavalerie, le dragon, les quelques QG qui sont vraiment magnifiques, et ces immenses statues également. Honnêtement, la KT, c'est pas pour les débutants, ça c'est clair et net. Là, on parle d'un énorme projet peinture. Hein. Faire une armée de cet acabit-là, c'est pas une mince affaire, quoi. Et si j'ai un dernier truc à dire sur KT, ça va plutôt concerner cette fois cette direction artistique. Donc honnêtement, dans l'ensemble, cette armée est géniale, c'est super. Par contre, côté direction artistique, en fait, j'ai eu l'impression de voir une espèce d'assemblage de tout ce qu'on a pu voir en fait ces 10-20 dernières années en termes un peu d'orientalisation, un peu dans l'imaginaire collectif, quoi. Il y a quelque chose auquel j'ai pensé assez naturellement, en fait, c'est la faction des Kushan dans le... Merde, pardon, je viens de taper dans mon micro. Les Kushan ou les Kushans, je sais pas comment on dit, dans le manga Berserk, donc qui est une faction complètement orientale, un peu à la fois inspirée de la Grande Perse, mais également avec pas mal d'influences asiatiques. J'ai pas mal pensé à ça en fait en voyant cette gamme de KT, et à vrai dire en fait cette espèce d'orientalisation un peu générique qui bouffe à tous les râteliers, que ce soit du côté japonais, mongol, perse, etc., arabo-musulman plutôt, tu vois. Tout ça un peu forme une espèce de melting pot qu'en fait on a vu beaucoup, je pense, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo. Et là en fait KT, malgré en fait la singularité de cette armée au sein de The Old World, c'est un peu une somme de tout ça, et quelque part en fait c'est un peu une absence de prise de risque. Il y a, voilà, tu vois, le dragon, il rappelle tout de suite un peu les estampes chinoises par exemple. Il y a des trucs un peu obvious, mais néanmoins je leur jetterai pas la pierre pour autant. Honnêtement, c'est une gamme fantastique, c'est une armée fantastique. La Army Box, honnêtement, c'est un superbe deal, hein, je pense. Voilà, les grosses pièces sont ouf. Tout est parfait, quoi. Tout est parfait. Donc ça, c'était véritablement le gros morceau de l'Adepticon. Et chez moi, en fait, il soulève cette question-là. C'est Old World. Est-ce que ça va un jour ressembler à ça? Dans son intégralité. Je pense qu'on est large, hein, les mecs ont carrément, ils ont au bas mot 12 ans de nouveautés à nous fournir pour que toutes les factions atteignent ce niveau d'excellence. Mais en tout cas, on peut en rêver, hein. Honnêtement, imaginez une armée de Bretoniens qui serait réalisée avec cette finesse, cette technique actuelle. Je crois que personne n'est prêt, hein. Personne n'est prêt à voir ça, hein. Personne n'est prêt à voir une nouvelle armée de l'Empire, hein, qui serait, mais en ne trahissant rien, évidemment, en termes de style, tu vois. Putain, ça pourrait être tellement fabuleux. Moi, finalement, si Old World devient beaucoup plus qu'un petit trip nostalgique, je signe tout de suite. Là, je serais prêt à y jouer, quoi. En l'état, non, toujours pas. Mais là, je serais prêt à y jouer. Moi, si ça va au-delà du trip nostalgique, je serais prêt à y jouer. Je serais carrément prêt à y jouer. Donc, Old World, on a des autres actus, mais à vrai dire, je vais passer là-dessus parce que les actus Old World en général consistent juste à vous présenter comme étant des nouveautés, finalement des ressorties de très vieilles figurines. Donc cette fois, ce sont les elfes sylvains et les zombettes qui sont en fait repackagés. Donc comme d'hab, hein, c'est un peu le bordel. Il y a du plastique, il y a du Forge World, il y a du métal parfois. En tout cas, toutes les anciennes gammes redeviennent accessibles, et bon, ça c'est toujours une très bonne nouvelle pour les collectionneurs et les joueurs. Donc ça, je passe là-dessus. KT, c'était vraiment le gros morceau. Et donc, si je parle de Old World, qui est un jeu qui se vend bien, qui se joue bien, qui commence à avoir des figurines de fous furieux, dans tout ça, où est Age of Sigmar? Age of Sigmar, donc c'est un jeu que je pense qui marche toujours bien, hein. La V4, elle est pas mal discutée en fait en termes de plaisir. J'entends un peu tout et son contraire. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui adorent. Moi, de mon point de vue, ça m'a pas forcément beaucoup plu. J'ai fait juste en fait quelques parties
test. Moi, ce qui me frustre d'office, c'est les listes d'armées toutes petites, quoi. Putain, tout coûte tellement cher en points qu'en fait sur table il y a vraiment pas grand chose. Outre ça, le jeu est toujours aussi létal, hein, peut-être même voire plus que Warhammer 40 000, parce que là des blessures mortelles, mais mec, il y a des factions qui te permettent d'en distribuer mais à coup de benne, hein, c'est des containers de blessures mortelles. Donc bref, AOS en fait dans sa version actuelle est pas mal discuté. Tout le monde n'adhère pas, mais en tout cas en termes de nouveautés, donc la dernière nouveauté ça a été en fait la refonte des gobelins, hein, ces gobelins en char qui étaient tout à fait méchants et qui étaient vendus à des prix mais débiles. Un chef gobelin sur char là c'était 80€. Non mais au secours quoi. Je sais pas ce qu'il leur avait pris avec cette gamme là. Honnêtement AOS, bon c'est cher, un truc comme 40K, mais je trouvais en fait les tarifs assez souvent beaucoup plus réalistes, parce qu'en plus on parle de figurines qui sont sans exception toutes incroyables, alors, en termes de sculpture et tout. Voilà, on n'est pas sur du Space Marine de base là. En fait des cavaliers gobelins par exemple, ce sont des kits de fous furieux, hein, détaillés de malades et tout, mais là ils les ont vendus à des prix, enfin en tout cas le prix des boîtes là, mais le prix des boîtes à l'unité était complètement débile. Donc là, concernant AOS pour cet Adepticon, eh bien pas grand chose du tout. On nous présente en fait tout simplement la nouvelle saison du jeu et les nouvelles Spearhead qui vont aller avec. Donc ouais, c'est une nouvelle saison de Spearhead en fait. Donc je crois que dans la foulée il y aura un nouveau manuel du général, hein, comme d'hab. Mais en tout cas Spearhead ouvre une nouvelle saison, donc c'est-à-dire un nouveau système de cartes, une nouvelle map, etc. Donc il y aura des Spearhead en plus qui vont pouvoir venir se greffer. Spearhead par contre ça s'appelait à tout le monde. Par contre quand on joue une seule Spearhead, naturellement l'ennui peut poindre assez vite. Donc il est utile de renouveler le truc et en fait de donner soit de nouvelles règles ou soit l'envie d'aller vers d'autres factions pour jouer d'autres Spearhead. Donc ici des Spearhead, on en a tout plein. Ce qu'il y a un truc à noter dans tout ça, c'est que ces Spearhead semblent pas mal acter la mort de Warcry, parce que dans ces Spearhead on va carrément retrouver en fait les anciens régiments Warcry, comme dans la Spearhead Homme Lézard, donc la Spearhead Séraphon. En fait elle vous offre carrément 2 escouades venant de Warcry. Donc ça malheureusement pour les fans de Warcry ça sent pas bon, hein. Bon le jeu de toute façon là actuellement il est mort en termes d'actualité, de nouveautés et tout. Ces nouvelles Spearhead, elles semblent dire une chose, c'est que ok, maintenant Warcry ça se passe dans les boîtes Spearhead, donc jouer à Spearhead en fait, ça semble vouloir dire ça. Passons maintenant à l'autre petit jeu Kill Team qui nous présente une nouvelle boîte. Encore une fois, il y en a vraiment un paquet, hein, des boîtes Kill Team. Donc pour rappel, avec ce nouveau format qui est un peu un entre-deux entre les escouades et la boîte de base. Donc là, vous avez 2 escouades et quelques éléments de décor. Souvent, c'est des décors assez petits. Donc dans cette nouvelle version qui s'appelle Typhon, là, j'ai pris une baffe avec les nouveaux rôdeurs tyrannides. Nom de Dieu! Oh putain, ils sont tellement cool, ils sont serpentins, ils sont vicieux, ils sont tous différents. Ça, pour moi, c'est instant buy. Et ça veut également dire que je vais probablement m'en faire une petite patrouille d'abordage. Donc ces nouveaux rôdeurs, putain mais excellentissimes, ils ont tous leur petite personnalité là, ils sont absolument fabuleux. Et dans le camp adverse on trouve une incarnation de l'Adeptus Mechanicus sous la forme d'une petite escouade de servitors. Et bien ça, cette nouveauté là elle a été accueillie avec pas mal de déception chez les joueurs Mechanicus, enfin du moins ceux que je connais. Moi je trouve ça très très bien, en vrai ça fait très longtemps que j'ai envie de véritables figurines de servitors. Les servitors, quand tu joues narratif, c'est un truc qu'il faut tout le temps avoir. Il n'y a pas de scénario narratif impliquant l'Imperium sans servitors. À vrai dire, en termes de jeu, j'aimerais même en voir, moi, dans mes armées Space Marine, quoi. En Space Marine, on n'a pas de petits péons de base là qu'on peut sacrifier, etc. Eh bien, ces servitors là, moi, j'achète direct, hein. J'achète direct. Là, ils vont accompagner mes custos et rejoindre quelque part les rangs de tous mes PNJ
que j'ai en Imperium. Et je commence à en avoir beaucoup, là. Entre le Mechanicus, les sœurs de bataille, quelques petites suites inquisitoriales, etc. Ce sont vraiment ça, c'est vraiment des figurines qui vont venir étoffer mes histoires. D'ailleurs, j'en ai une en cours d'écriture. Non, je vous en parle pas maintenant. Mais en tout cas, avoir des PNJ comme ça, c'est super pour en fait travailler son imagination. Et en fait, à mon sens, là, cette petite escouade de servitors, elle est assez irréprochable. Le look est tout à fait classique, hein, on en a déjà vu des comme ça. Néanmoins, là, ils sont tout beaux, ils sont tout neufs, ils ont sans doute été remis à l'échelle. Moi, je les trouve absolument réussis. Cette petite kill team, elle est très très cool. Je fais complètement l'impasse sur les décors tyrannides que je trouve vraiment pas terribles. Là, honnêtement, ça s'adresse uniquement aux joueurs tyrannides. En tout cas, pour meubler une table, c'est très très cool. Par contre, le studio de peinture de Citadel, là, mais qu'est-ce que vous avez foutu? La peinture est dégueulasse, quoi. On a une espèce de violet éclairci au blanc. C'est absolument vilain comme tout. En tout cas, Kill Team Typhon, c'est simple. Je veux tout. S'il y en a un d'entre vous qui veut les décors tyrannides, qu'il m'envoie un petit mot. Je lui ferai ça à prix plancher. Je rebondis sur cette révélation Kill Team pour vous parler d'une autre Kill Team qui est sortie en fait en rayon maintenant. C'est celle qui oppose Khorne à une escouade de l'Imperium tout à fait stylée. Il me semble que c'est la faction, ça compte comme étant des sœurs de bataille. Idem, en fait, cette Kill Team, elle est mortelle. C'est un vrai vent de fraîcheur déjà pour les World Eaters qui ont cruellement besoin de nouvelles escouades. Là, les gars, vous avez des cultistes dégénérés qui sont montés sur des échasses et qui tapent des sprints de fou. En termes de jeu, ils vous donnent de l'infiltration, de l'avant-garde. Et, ça, c'est banco pour n'importe quel joueur World Eaters qui a bien du mal à renouveler son gameplay. Là, vous avez une unité magnifique, les figurines tuent. Les règles, elles sont super. Franchement, c'est pas très cher en points, ça fait plein de trucs, ça fout le bordel. Ça peut être T1 chez l'adversaire, hein, ce genre de machin. Très cool. Et du côté de la Kill Team Imperium, là, encore une fois, c'est... en fait, je l'ai. Je l'ai. J'ai pris cette grappe-là. On a fait un petit achat en commun de cette boîte. Il y en a un qui a pris la statue, l'autre il a pris les World Eaters et moi j'ai pris cette partie-là de l'Imperium. Là, on est sur des figurines, mais à tomber par terre. Et là, en fait, si j'avais été assez frileux par rapport à la suite inquisitoriale sortie précédemment, qui regroupait assez peu de figurines, là, de la figurine, on en a. Elles sont toutes à tomber par terre. On a de l'iconique. On a encore une fois des petits clins d'œil à Inquisitor avec la réincarnation du prêtre Joseph. Ces figurines, encore une fois, ce sont des PNJ de luxe, elles sont trop belles, elles peuvent à elles seules raconter des histoires, je les ai. Et j'aurai également les servitors, putain ça rajoute encore du boulot, hein, tout ça, je pensais en avoir fini avec les custodes, mais non, never stop. Mes custodes, je veux qu'ils soient richement accompagnés, hein. Ça c'est un truc qui me plaît beaucoup, parce que jouer full custodes, il y a ce côté un peu mononeuronal, quoi. Dès lors que par contre on va faire du narratif en impliquant des sœurs, des serviteurs, de l'Adeptus Mechanicus, des suites, en fait tout simplement des petits péons de l'Imperium, des prêtres, des mecs en toge qui écrivent des trucs, tu sais pas ce que c'est, un petit assassin, tout ça. Ça, c'est un ajout de richesse assez infini, surtout pour une armée comme les custos, j'ai envie de dire. Donc ça, moi, je prends tout, toutes les figurines sont dingues. Encore une fois, Kill Team tient toutes ses promesses parce qu'en plus ces kits sont une fois de plus très modulaires. Vraiment, à chaque fois, c'est un sans faute du côté Kill Team de la Force. J'en reprends volontiers. Côté 40K, pas mal de choses sont annoncées également. On a tout simplement le 3e volet de ce qu'on appelait anciennement les Chapters Approved. Donc on a eu Léviathan, on a eu Nexus du Paria. Là, c'est reparti. On a un nouveau système de cartes. À vrai dire, je n'avais même pas acheté Nexus du Paria. Nul doute que une fois de plus, je vais faire l'impasse sur celui-là. Comme je vous l'ai dit, du match play, j'en fais de moins en moins. Et quand ça m'arrive, tout simplement, je reprends mon deck Léviathan.
Franchement, quand on m'avait vendu le Nexus Paria qui changeait tout, bah non. Ça change juste quelques points que tu vas mettre au score, mais globalement, l'esprit est le même. C'est-à-dire que tu vas faire des trucs à droite à gauche sur la map sans trop comprendre pourquoi. Donc certes, moi j'ai déjà fait plein de parties où je réécrivais un peu ces objectifs. Il y a une émission à ce sujet d'ailleurs, une émission entière. Ça j'aime beaucoup, mais parfois on n'a pas forcément le temps non plus, quoi. Et en fait, quitte à prendre le temps de réécrire des objectifs, tout ça, généralement, je vais préférer écrire moi-même un vrai scénario et un vrai truc un peu narratif sur les bords, quoi. Parfois un petit peu narratif et parfois complètement, ou même en fait on va même pas calculer les coups en points désarmés. Donc ce système de deck, bon là je crois qu'une fois de plus je vais faire l'impasse, parce que là en plus voilà, ils ont encore renouvelé, vous savez, ce système de trucs qui font que en gros, quand t'es dans la merde, tu peux t'en servir. Donc ça a commencé avec les gageurs. Honnêtement, c'était proche de l'inutilisable, c'était nul. Ensuite, ça s'est appelé les missions secrètes. Là encore, tout le monde a dit « Ah, c'est trop bien, c'est en train de tout changer ». J'ai jamais vu ça utilisé sur une table, enfin du moins à mon niveau, hein. Je sais même pas si c'est utilisé dans les tournois, à vrai dire ça m'étonnerait fort. Et ben là ils réinventent encore ce truc en les appelant cette fois des challenges. Sur le papier, honnêtement c'est rigolo, mais une fois de plus, est-ce que vraiment ça va s'incarner avec du sens ? Bah je sais pas trop. Je sais pas trop, donc je demande à voir. En tout cas, moi, voilà, le paquet de cartes à 20-25 euros, généralement, je fais 100. Ensuite, eh bien, on continue avec un nouvel ouvrage de croisade. Cette fois, c'est Armageddon. Alors là, je fais appel à vous. J'ai pas lu trop de choses à ce sujet. À vrai dire, là, ce qu'ils présentent comme étant Armageddon, je ne sais pas si c'est véritablement la première guerre ou si c'est une espèce de résurgence en fait de cette première guerre. Est-ce que ça se passe dans le segment actuel du lore, c'est-à-dire au 42e millénaire à peu près? Enfin, je sais pas ce que veut dire ce truc. Est-ce que c'est un remake de la première guerre? Est-ce que c'est la vraie première guerre d'Armageddon, qui est un épisode assez méconnu dans le lore, à vrai dire? C'est là, faut un peu fouiller pour trouver des infos. Mais néanmoins, les factions qui y sont présentes sont les mêmes. Donc on va retrouver principalement les Grey Knights et les World Eaters accompagnés de Angron. Donc je sais pas trop en fait en quoi va consister cette croisade là, ce livre de campagne, croisade ou campagne, je ne sais plus. Voilà, est-ce que c'est la première guerre d'Armageddon et du coup on va pouvoir revivre cette première guerre, ce qui peut être tout à fait sympa, hein, enfin dès lors qu'on ait les armées en stock bien entendu. Bref, ça je demande à voir, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle ce machin là. Donc naturellement, les factions à l'honneur vont avoir droit à quelques privilèges et on commence avec une réactualisation massive de la gamme Grey Knights. Putain, quel bonheur de voir des nouveaux termines. Ah non, merde. Ah non, putain, excusez-moi, il y a rien. Les Grey Knights n'ont rien eu. Ils ont juste droit à un nouveau canon sur un porte-bébé. Bon, alors là, les gars, je compatis sincèrement avec vous. Moi, dans mon cœur, les Grey Knights, c'était vraiment la faction qui avait le plus besoin, mais toute faction confondue, qui avait le plus besoin d'un gros coup de rafraîchissement. Eh bien, il n'y a rien du tout. Vous allez encore jouer des Grey Knights qui sont plus petits que les derniers Firstborn à être sortis. Aïe, encore 2 ou 3 ans à se coltiner ça, c'est... Putain, là, ça devient... C'était déjà critique. Là, à mon sens, c'est en train de devenir ingérable. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud, je suis de tout cœur avec vous, les Grey Knights, hein. C'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Et à vrai dire, à partir de maintenant, cette émission va se faire dans le dur, parce que tout ce qui a été annoncé, eh bien, putain, ça fait un petit peu des proutes. Donc, mes condoléances aux joueurs Grey Knights, qui pourtant le méritaient plus que quiconque, ce refresh. Et je vais également présenter mes condoléances à Khorne, les World Eaters, qui sont un des codex les plus pauvres en termes de datasheet. Je connais pas mal de joueurs World Eaters. Honnêtement, en fait, ils ont été saoulés assez rapidement par cette faction. Il y a vraiment pas assez de manière de la jouer pour en fait rafraîchir son gameplay. On est obligé d'aller vers des rhinos, vers des predators.
tu te dis ah putain, déjà en fait t'as pas envie de peindre ça, t'as encore moins envie de les acheter au prix fort, hein, ça c'est terrible, hein. Mais bah là Khorne, les World Eaters, on aurait pu attendre beaucoup de choses, principalement de la cavalerie, des berserkers sur Juggernaut, parce que là c'est simple, on a un QG sur Juggernaut, en fait il ne peut même pas leader une unité. Ah si, on vous apprend qu'il peut leader des sanguinaires de Khorne. Ouais. Le mec sert pas à ça du tout, il est pas censé accompagner des mecs à pied, les mecs faites un effort quoi. Oh putain, c'est triste quoi. Du coup vous avez juste un nouveau QG Octolier. La figurine est cool, mais à vrai dire elle est pas plus cool que celle d'un Octolier normal, je trouve que c'est à peu près pareil. Donc un petit QG de rien du tout pour Khorne, Khorne qui l'a également mérité quand même bien plus que ça. À vrai dire, ne serait-ce que la cavalerie. Si vous aviez simplement ajouté la cavalerie, on aurait eu déjà de quoi faire 2 belles unités, et en plus dans ce nouveau codex qui va inclure un détachement allié démon, voilà, là en fait on ouvre complètement le champ des possibles. On a de la cavalerie, des sanguinaires, de la cavalerie sur Juggernaut, des sanguinaires sur Juggernaut, on a Angron, un buveur de sang, voilà, là on va se marrer quoi. Non. Donc en fait la suite là des événements se fera à travers le contenu codex. À vrai dire, ça m'étonnerait que ce nouveau codex réinvente la poudre, hein. Il n'y a pas de nouveauté, donc au bout d'un moment, si tu veux, je crois qu'on sera dans une redite pure et dure du codex V9, hein, tout simplement. Je vois pas comment ils peuvent en fait tirer vers le haut un codex avec si peu d'entrées. Donc le constat est pareil chez Nurgle qui n'a le droit qu'à un seul nouveau QG. Mais là, je vais pas pleurer parce que la gamme, on le sait tous, elle est déjà énorme. Donc on s'en fout. Ce nouveau QG, je le veux, bien entendu. Voilà, Nurgle, toujours aussi pour y gâter. En tout cas, ils ont annoncé que dans le codex, il y aurait un détachement Endless Pox Walkers. Là, vous imaginez bien ma banane, hein. Moi, j'ai pris le parti pris de faire une armée Deathguard de Horde, hein, c'est-à-dire 60 Pox, 30 Plague Marine et 30 cultistes, avec quelques Terminators en plus. Donc ça, c'est mon parti pris. Eh bien, à chaque fois, les partis pris que je prends, ils sont toujours récompensés en termes de règles. C'est voilà, ça me porte chance, moi, les armées thématiques. Eh bien, tant mieux, et j'ai hâte de voir le contenu codex Deathguard à venir, parce que là, ma Deathguard, elle avance très très bien. Je suis en train d'atteindre 2000 points. J'aurai atteint 2000 points, je pense, dans un mois. Ça va bon train. Je vois le truc prendre vie sous mes yeux. C'est très satisfaisant. Et une fois que j'aurai mon nouveau codex, là, on va se marrer. Du côté de chez Tzeentch, alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Qu'est-ce que c'est que c'est... Moi, mon premier sentiment, ça a été de dire, ok, ils ont pris des figurines de Roi des Tombes d'il y a 30 ans et ils leur ont mis des câbles dans le cul et des canons sur les mains. Je vois pas ça autrement. C'est affreux. Honnêtement, c'est la figurine la plus laide que j'ai vue depuis longtemps, depuis Cotéaz, depuis la garde sanguinienne. Là, c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des gens qui ont aimé. Honnêtement, je vois pas comment on peut aimer ça. C'est tout figé, c'est tout statique, c'est moche. La direction artistique, elle est aux fraises. Je vois pas du tout le rapport entre ça et les Thousand Sons. Mais alors, vraiment pas. Moi, je vous renvoie à Horus Heresy. Dans Horus Heresy, vos légions de Tzeentch, en fait, s'accompagnent d'automates de combat qui sont animés par la magie. Allez voir la gueule de ces automates. Les figurines sont à tomber par terre. Là, tu tapes quoi ? Je sais pas, on dirait un berger allemand momifié. Enfin, putain, c'est hideux. C'est vraiment hideux. Alors là, pour moi, c'est indéfendable. Et du coup, ce sera la seule nouveauté pour les Thousand Sons. Putain. Et pour finir avec Slaanesh, là, on a déjà tout dit. Les Emperor Children sont là. C'est une gamme assez réduite, hein, comme les World Eaters. Néanmoins, les nouvelles figurines, c'est très frais. C'est très sympa. Il y a Fulgrim qui déboule. Donc, bref.
Donc finalement, je m'attendais à un grand printemps du chaos. Donc j'espère qu'il aura lieu via le contenu Codex, que j'espère à la hauteur. Mais on va pas se mentir, hein, pour Nurgle, je suis pas inquiet. Il y a assez de figurines pour monter en fait plein de détachements différents. Ok, un détachement Horde, un détachement avec des démons de Nurgle. Ça aussi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce que évidemment, je vais vouloir en faire. Pourquoi pas un détachement qui fait la part belle aux machines démons, c'est-à-dire toutes les tondeuses et tout. Un détachement Elite Terminator. Bah, bref, il y a 36 manières de jouer Death Guard, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de figurines et c'est vraiment loin d'être le cas pour les autres. Donc on voit quand même qu'ils ont de la suite dans les idées, hein. Par exemple, le Codex Emperor Children, il est très bon. Il est très bon parce qu'avec une gamme de figurines très réduite, il vous propose pas mal d'options de jeu et qui sont vraiment complètement dans l'esprit Slaanesh. On est vraiment sur une force d'attaque rapide, très vicieuse, et les tricks en fait sont très nombreux, quoi. Donc gageons que la qualité d'écriture sera la même chez Khorne et Tzeentch principalement. On verra bien, je l'espère en tout cas de tout cœur. Donc ces 4 nouveautés KO Codex, ça vous est présenté également à travers des Battle Force, et là les Battle Force, putain, c'est un big deal, hein. Donc ok, les nouveautés c'est pas terrible, mais les Battle Force, là, pour le gars qui commence une de ses armées, c'est du lourd, hein. Par exemple, la Battle Force de Nurgle, putain, elle est bien généreuse, hein. Bon, ça manque un peu de pox à mon goût, mais on est sur des Battle Force vraiment généreuses. Néanmoins, je conseillerais pas l'achat de celle de Tzeentch, parce que si c'est pour se ramasser comme j'ai dit, des bergers allemands momifiés, là, je comprends pas. Là, vraiment, ces figurines, je comprends pas du tout. Bref, pour l'instant, le printemps du chaos, c'est vraiment en demi-teinte. Si vous êtes un vrai fanboy, vous pouvez acheter les 4 versions collector des codex qui seront vendues à 200 € pièce. Donc pour un total de 800 €, vous pourrez assembler une espèce de médaillon en métal qui regroupe les 4 divinités. Bon, spécial dédicace à l'archi-nerd qui va acheter ça. Je sais qu'il existe quelque part. Bravo mon grand, t'as dépensé 800 € pour des livres fabriqués en Chine, c'est merveilleux. Bon, et venons-en à ce qui a été sans doute la surprise du chef, ce sont les Space Wolves. Alors, les Space Wolves, moi honnêtement, je m'attendais à quelque chose dans la veine des Dark Angel et des Blood Angel, c'est-à-dire des sorties un peu timides. Si je fais le truc un peu rétrospectif, c'est que bon, voilà, on a vu de la Compagnie de la Mort très très peu accessoirisée, c'est juste des mecs en noir, quoi. Côté Dark Angel, c'était très timide aussi, du côté des Terminators de la D-Swing. En gros, on a eu le droit à des petites grappes d'amélioration qu'on nous a fait passer pour des nouveautés. Les vraies nouveautés ont quand même eu lieu, hein, les Chevaliers de la D-Swing, magnifique, et la Garde Sanguinienne, naturellement, magnifique, elle aussi. Ah putain, ça me reste en travers de la gorge, j'ai rien à faire. Bref, je m'attendais pas à quelque chose de monstrueux pour les sorties Space Wolf. Et du coup, lors de la révélation, donc les premiers visuels, c'est venu me conforter dans cette idée. J'ai vu le truc de loin, j'ai fait OK, ce sont des intercessors d'assaut avec une grappe d'accessoires. Une grappe d'accessoires qui regroupe des têtes, des gris-gris, des armes et des épaulières Space Wolf. Je me suis dit, bon voilà, sans surprise, c'est ça. À côté de ça, on a des vraies nouveautés, de l'élite, des QG, ils sont magnifiques, très très bien. Et du coup, je me suis dit, OK, bon voilà, comme d'habitude, quoi. Le lendemain, en fait, j'ai regardé ces kits en détail et je me suis rendu compte que c'était de véritables kits, hein. Donc les chasseurs gris et les autres et les griffes sanglantes, ce sont des vrais kits. Des nouveaux kits, vraiment, c'est pas de la grappe. On achète ce kit-là et on a tout ce qu'il faut. Et là, c'est vraiment intéressant à regarder en détail ce nouveau kit parce que il entame ce qui sera, à mon sens, le futur des factions Space Marine qui, en fait, se débarrassent de l'appellation Primaris. Ici, on voit des armures qui semblent être un assemblage d'anciennes et de nouvelles armures. On retrouve en fait des plastrons qui sont tout droit sortis de l'hérésie d'Horus. On retrouve des éléments caractéristiques MK6, MK5, MK7. On trouve des éléments caractéristiques de l'armure Intercessors MKX.
ces kits, c'est une espèce d'assemblage de tout ça, et franchement, ça fait vraiment bien plaisir. Donc là, je me suis gouré. À prime abord, quand tu vois le truc de loin, tu te fais ok, c'est des Primaris avec une barbe, quoi. Mais en fait, non, c'est quand même plus complexe que ça, et donc bah c'est cool. Là, c'est vraiment cool. On parle vraiment de nouveaux kits qui vous proposent donc des poses alternatives à ceux des kits Intercessors, et qui du coup en fait seront même complètement complémentaires avec ces kits d'Intercessors. Donc par exemple, si vous voulez aller un peu dans le custom, rien ne vous empêche de faire des chasseurs gris customisés avec des armures full Primaris et ces anciennes armures qui viennent de ce nouveau kit, voire même en fait des kits MK6 qui viennent de l'Horus Heresy. Tout est possible. Là, je pense, voilà, c'est à mon sens le premier kit qui inaugure, je pense, ce nouvel état de fait, c'est que le Primaris, ça va disparaître, quoi. Donc maintenant, les chapitres Space Marine vont être un peu composés de tout ce qui fait leur histoire, que ce soit moderne ou ancien. Donc très très bon plan pour ce nouveau kit. Donc si on reste en fait sur le sentiment global, moi comme pour les deux factions précitées, je trouve cela encore trop timide. C'est simple, vous n'avez même pas une épaulière sculptée. Ouais, c'est un peu chiche, quoi. C'est un peu chiche. Honnêtement, ces dernières années, on a vu quand même pas mal de mecs sur le marché du 3D print faire du kit Space Wolf, notamment Grey Tide, qui est un peu la star du milieu. Grey Tide a toute une gamme de beats Space Wolf. Honnêtement, j'ai vu des mecs faire des intercessors d'assaut kittés de partout avec ces beats-là. À mon sens, ça a bien plus de gueule, quoi. Ça a bien plus de gueule. Néanmoins, ces kits, là, Chasseurs Gris, ils vous offrent une base de travail exceptionnelle. C'est vraiment intéressant de bosser sur ces armures un peu nouvelle génération, mais à vrai dire qui fait du nouveau avec de l'ancien. Là, le matériau de départ, il est vraiment top. Et donc, si vous voulez le beurre et l'argent du beurre, vous prenez ces nouveaux kits, vous prenez quelques beats Grey Tide, et là, vous commencez à avoir des Space Wolves vraiment ultimes, quoi. Et pour faire le tour des autres nouveautés, du côté des QG, voilà, on a un prêtre loup qui est génial, et là, figurine superbe, et on a également l'équivalent d'un capitaine Space Wolf qui est au moins aussi bon que le Chaos Lord Emperor Children qui vient de sortir. C'est-à-dire que c'est un kit qui vous offre quand même beaucoup d'options pour un seul et unique QG. Et d'autre part, on voit également venir ce qui est un peu l'équivalent de l'Elite Space Wolf. Ça ressemble pas mal à du Blade Guard avec des petits toutous à pied. Très très cool. Donc là ces unités-là, les QG, l'Elite, ça déboîte. Vraiment là... sans faute totale. Là, on n'a même pas besoin d'accessoirisation supplémentaire tant le caractère fenricien est marqué, quoi. Donc globalement, quand même, bravo pour cette nouvelle gamme qui est quand même plus généreuse que ne le furent celle des Blood et des Dark Angel. Donc une fois de plus, je jalouse un petit peu. Et la bonne nouvelle, c'est que ces nouveautés Space Wolves, c'est sans doute pas fini. Je pense qu'on va voir apparaître d'autres choses à l'avenir. Écoutez, je pense qu'on peut finir sur quelque chose qui m'a un peu surpris en termes de clôture de l'événement. Game Workshop nous a dit voilà, the future, en gros l'avenir, qu'est-ce qui va se passer avec une simple silhouette. Eh bien sachez que cette silhouette, c'est un River Ravenguard. Alors là en ce moment il y a pas mal de théories, il y a pas mal de théories naissantes, ça s'agite sur le futur de 40K pour cette fin de V10, et je pense qu'il y aura clairement du Space Marine. Alors on parle d'une campagne de fin de V10 qui mettrait à l'honneur les chapitres un petit peu oubliés côté SM, c'est-à-dire Iron Hands, Ravenguard, Imperial Fist, Salamanders, etc. White Scars, sans oublier les White Scars, sinon je vais me faire taper dessus. Donc première théorie, un grand livre de campagne fin de V10 où il y aurait pas mal de nouveaux QG qui sortiraient. On parle même en fait du retour de Sharrokin côté Ravenguard. Honnêtement, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Le mec est censé être mort il y a 10 000 ans, quoi. Mais néanmoins, j'en serais très heureux parce que c'est tout simplement un de mes personnages préférés de l'Horus Heresy. Donc pourquoi pas. Le livre de campagne avec quelques QG ou, autre option, un codex Space Marine V2, comme on en a déjà pu en avoir, en fait, dans des versions précédentes du jeu. Bon, là, on va pas se mentir, ça me ferait chier.
Honnêtement, j'ai pas tant joué que ça à la V10, hein. J'ai pas eu un exercice hyper régulier du jeu. Bon, je vais pas racheter un codex, faut pas déconner. Donc j'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est pas une V2 du codex. Pour moi, le codex Space Marine, il est très bien comme il est. Leave me the fuck alone. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, pour ma part, c'est quand même assez sympa de voir un petit Ravenguard teasé en fin d'événement. Bon, les gars, cette gazette a été beaucoup plus longue que prévu. Je pensais me faire une petite émission à l'arrache, mais à vrai dire, j'avais des trucs à dire. Voilà, hein, c'est Game Workshop, toujours la nouveauté foisonnante. Et encore, à mon avis, je n'ai même pas tout couvert. Néanmoins, c'était une petite émission nocturne de mon côté. C'est toujours un plaisir. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue quand même. Bon, les gars, la suite des actualités, ça se passera, comme vous le savez, Boarding Challenge, Rural Hammer Fest. Soyez au taquet, les gars, soyez prêts. Moi, pour ma part, je pars une petite semaine en vacances avec ma chérie dans les Flandres, c'est-à-dire on va se balader sur la côte, on va boire de la bière et manger des frites principalement, et ensuite je reviens. Et là, c'est simple, je me mets 2 semaines à fond dans l'événement et le Boarding Challenge. Là, ça va être 2 semaines de Wargamer à plein temps. Donc, je vous dis à très bientôt pour de futures news et de grands événements. Portez-vous bien, les mecs. Bonne peinture, bon jeu. Je vous dis à plus tard et de bisous.